quand même de ne pas être en retard pour le prochain workshop aussi. Alors, du coup, donc, merci. Pardon? Oui. Vous entendez ou pas? Ça va? Ça va le micro? Alors, ok. Donc, merci déjà pour votre présence aujourd'hui. Donc, je suis honoré d'être avec vous pour ce workshop qui porte sur les LLM et les potentiels de la GenAI dans l'entreprise principalement. Pour cet événement Big Tech. Donc, rapidement, je me présente, Nejmeddine Ferigui, expert en AI, lead data scientist chez Schneider Electric à Paris, en France. Donc, moi, en bref, j'ai eu mon PhD en Computer Science, Artificial Intelligence, Télécom Bretagne en 2019. Je travaillais chez Orange France, chez Alcatel-Lucent pour 6 à 7 ans sur les réseaux télécoms et principalement sur l'application du machine learning dans les réseaux télécoms. Après, j'ai rejoint Schneider Electric comme expert en GenAI principalement, dans tout ce qui est autour de GPT, donc tous les use cases qu'on peut vraiment intégrer au sein de l'entreprise, qui portent principalement sur les LLM, voilà, donc tout ce qui peut aider les techniciens, les ingénieurs, en termes de générative AI. Donc pour ce workshop, vraiment, l'objectif principal, c'est que quand vous sortez de ce workshop, c'est que vous avez une connaissance basique de c'est quoi la générative AI, c'est quoi les LLM, c'est quoi un life cycle en fait, d'un LLM au sein d'une entreprise. Quels sont les différents use cases que vous pouvez vraiment avoir dans une entreprise et comment vous pouvez commencer à traiter un use case de GenAI directement au sein de l'entreprise. Donc, comment ça commence? Donc, un business need. Après, directement, vous commencez par établir un peu l'idée, donc la phase du POC, la phase du MVP, donc le Minimum Valuable Product, etc., jusqu'à que vous avez un produit en production. Donc, on va essayer de démystifier tout ça ensemble. On va regarder un peu les basiques de la GenAI, des LLM, donc déjà l'historique un peu de la générative AI, donc comment ça a commencé, comment déjà ça a été hérité de l'artificial intelligence, donc le concept global autour de ça, et après donc petit à petit on va voir des use cases réels, et on va voir même un use case en prod actuellement chez Schneider Electric qui porte principalement sur un copilot de développement basé sur du GPT. Donc, parlons un peu de l'historique et commençons un petit peu avec l'histoire de l'IA. Déjà, est-ce qu'on est tous familiarisés avec l'IA ici? Donc, vous connaissez tous un petit peu c'est quoi l'intelligence artificielle. Ok. Donc, l'intelligence artificielle, principalement, ça a commencé dans les années 1950. Donc, ça a commencé avec une petite idée, en fait, qui concerne l'automatisation et rendre plus à plus donc, les machines smart, plus intelligentes. Donc, c'était lors d'une conférence. Et en 1956, principalement, c'est le terme artificial intelligence qui a été adopté. Donc avant, il n'y a pas de l'IA, donc on parle plus, voilà comment rendre les machines plus intelligentes, donc comment on améliore, en fait, on optimise nos machines. Mais le mot IA, c'était adopté lors d'une conférence en 1956 qui s'appelle la conférence Dartmouth. Donc après, petit à petit, au moment de recherche scientifique, donc on a commencé à proposer de nouvelles idées donc, autour de l'IA. Et le premier concept qu'il faut retenir de l'IA, c'est l'IA logique. Donc l'IA, au début, c'était plus des systèmes experts, c'est-à-dire des conditionnels, de if et des else, principalement. C'est comme un système GPS. Hein. Donc, si vous voulez vraiment aller sur une certaine destination, il faut aller sur cette route-là, après vous changez cette route-là, et ça dépend en fait des conditions que vous avez lors de votre chemin. Ou par exemple un système de robot nettoyeur donc chez vous, par exemple, qui directement détecte les obstacles. S'il y a un obstacle, ça marche pas. Si il n'y a pas un obstacle, donc ça continue à marcher. Donc ce qu'on appelle l'IA logique principalement, c'est l'IA conditionnelle. Après, petit à petit, il y avait des concepts donc, comme les réseaux de neurones, ou ce qu'on appelle les deep learning, qui ont été annoncés autour des années de 1970-1980. Et là, vraiment, c'était une évolution majeure au niveau de l'IA, parce que là, vraiment, avec les réseaux de neurones, les RNN, les CNN, donc on peut aller plus, soi-disant, précisément sur des concepts compliqués au niveau de l'IA et on peut améliorer la précision de tous les modèles qui ont été énoncés dès le début. Donc là, la partie de deep learning qui a été annoncée donc, dans les années 1990 après, donc ça a été aussi amélioré par une petite couche aussi, ce qu'on appelle le reinforcement learning, après qui est venu avec le machine learning, le supervised et l'unsupervised. Et là, c'est un peu plus simple donc, que ce qu'on avait avec le deep learning. Donc là, c'est plutôt des problèmes de classification, de régression, donc des algorithmes qui sont
plus en plus simple à utiliser, et même en fait en termes d'utilisation de données, en termes d'opérationnel, c'est plus facile à intégrer au sein de l'entreprise. Et après, en fait, la partie deep learning, elle a été aussi démystifiée pour qu'on puisse aussi les utiliser à grande échelle. Donc ça a été simplifié en termes d'opérationnel, surtout avec la présence de plusieurs librairies sur le marché qui sont open source, et l'utilisation en fait, au sein de l'entreprise avec les big data, avec la possibilité d'optimiser en fait, tous ces algorithmes-là, ça a commencé petit à petit à être plus simple à utiliser. Jusqu'à les années un peu 2015, il y a un nouveau concept qui a été adopté, ce qu'on appelle les GAN. Donc, c'est pas les GAN, mais c'est GAN. Voilà, donc Generative Adversarial Networks. Là, le concept, c'était quoi? C'était de générer des images principalement. On avait quoi? On avait un générateur et un distincteur. Le générateur, il permet de générer principalement les images, mais sur la base d'un training qui se base sur des images plutôt réelles. L'objectif, c'était quoi? C'était que on régénère des images quand l'être humain il le voit. C'est directement, il dit que c'est des images réelles, mais ce n'est pas des images réelles, au final. C'est le générateur qui a créé ça, et c'est le distincteur, au final, qui a dit que cette image-là, elle est générée par un réseau de neurones, par exemple, donc au niveau du GAN, mais cette image qui a été générée, elle ne ressemble à aucune image réelle utilisée au niveau de l'apprentissage. Donc c'est là où on a commencé petit à petit à parler de la génération du contenu, donc avec les images. Donc il y a pas mal de sites internet, par exemple, si vous connaissez un peu Midjourney, qui permet directement de générer une image sur la base d'une requête. Par exemple, vous voulez un lion sur un arbre ou un chat un peu, je sais pas, sur la terre, etc. Donc vous mettez, moi je veux, etc. Donc il va directement vous créer cette image-là. Donc avec l'utilisation des GAN petit à petit, en 2020, donc, il y a le fameux GPT en fait, qui vient d'être proposé par OpenAI. Donc, et là, ça a commencé un petit peu l'histoire de la génération du contenu textuel. Donc, quand on parle de GPT, principalement, on parle du texte. On ne parle pas d'image, on ne parle pas de vidéo. Donc, GPT, là, c'était une petite révolution qui a commencé avec les chatbots principalement. Donc, quand vous interagissez sur vos applications avec ChatGPT, vous mettez une petite requête, vous voulez voilà tel et tel machin, et ben directement, il va vous répondre. Mais est-ce que vous connaissez si ChatGPT il est intelligent ou pas? Donc, c'est-à-dire, est-ce que ChatGPT, quand il vous répond sur sa base de ses connaissances, c'est-à-dire, il sait bien qu'est-ce qu'il est en train d'écrire ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Non? Non. Très bien, très bien. C'est un non, au final. Donc, GPT, il ne connaît rien sur la base de réponse. Donc, lui, il a une connaissance, donc soi-disant un dataset sur lequel il a été traîné. Et donc, sur la base de ce dataset-là, il va directement vous générer des phrases qui va essayer de prédire petit à petit, en fait, à chaque fois, le mot. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très intelligent. Donc, c'est pour ça, toujours, il faut faire gaffe quand vous utilisez GPT ou n'importe quel LLM pour générer des réponses, parce qu'on ne sait pas toujours si ces réponses-là, elles sont les bonnes ou pas. On va essayer de regarder un peu ensemble après comment on peut évaluer les réponses de GPT et comment aussi on peut améliorer les LLM pour qu'à un certain moment, on peut arriver à un niveau de confidence qui est très haut, donc c'est-à-dire on n'a pas besoin d'évaluer la réponse, donc on peut directement l'adopter. Donc GPT, il est vraiment, il a été traîné sur une base de connaissances. La version en fait GPT 4, elle date de avril 2024, si je ne me trompe pas. Et donc, si jamais vous voulez une question sur quelque chose qui est arrivé en mai ou en juin, donc jamais vous aurez la bonne réponse par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu l'histoire autour de l'IA et la générative AI. Ce qu'il faut retenir en fait de ça, c'est comme un summary, c'est que la générative AI, donc c'est une sous-famille de l'IA, donc comme le deep learning, comme le machine learning, comme le reinforcement learning, etc. Mais il faut bien la distinguer avec le discriminative AI. Le discriminative AI, donc tout ce que vous connaissez sur les modèles supervisés, supervisés, donc tout ce que vous faites en termes de classification, régression, tout ça. Donc si vous voulez prédire par exemple des prix, si vous voulez classifier des images, classifier du contenu, donc tout ça on l'appelle discriminative AI. Donc voilà, supervised, unsupervised, reinforcement. Mais au final, discriminative AI, ça ne permet pas de générer du contenu. Donc c'est ce qu'il faut retenir. La générative AI, elle permet un peu de classifier. Ce n'est pas comme les modèles en fait, supervisés et insupervisés, ou pour faire aussi la prédiction.
Mais l'objectif principal, c'est la génération du contenu, que ce soit textuel, que ce soit image ou que ce soit vidéo. Donc c'est ça vraiment l'objectif principal. Donc la générative AI, elle ne prendra pas le rôle de l'IA. Donc ça, on ne va pas vraiment dire que c'est bon, donc on oublie l'IA et on va travailler que sur du GenAI. Non. Donc c'est un sous-domaine de l'IA, donc il faut bien prendre ça en considération. Et là, la générative AI aussi, il ne faut pas la confondre avec les LLM. LLM n'est pas égal GenAI. GenAI, c'est un peu plus grand. Donc c'est comme j'ai dit, les LLM, principalement le Large Language Models, l'objectif principal, c'est la génération du texte. C'est pour ça qu'ils ont été faits. Okay, alors que la générative AI, donc on parle de la génération d'images, on parle de la génération des vidéos, etc. Du coup, au niveau des LLM, vous avez bien entendu GPT parce qu'on connaît bien ChatGPT, mais il y a pas mal d'autres modèles LLM qui sont bien connus. Par exemple, Bard, Google Bard aussi, ça fait pas mal de temps qui a été aussi proposé. Microsoft, ils proposent leur aussi propre LLM. Sinon, il y a pas mal maintenant d'open source ces LLM qui sont en train d'être proposés par des chercheurs et des développeurs. Mais on est toujours un peu limité actuellement à des versions qui sont commerciales parce qu'on connaît bien les connaissances et les bases d'apprentissage qui ont été utilisées pour faire le training de ces modèles-là. Toujours à ne pas oublier que quand on utilise un LLM, il faut bien comprendre, il faut bien avoir en tête la date à laquelle le training il a été fait. Donc vous avez toutes les informations au niveau du training jusqu'à cette date-là. Après cette date-là, il n'y a aucune information que vous pouvez avoir. Par exemple, GPT-3 ou 3.5 ou même GPT-4, si vous avez une question concernant la Coupe d'Europe actuellement en 2024, il ne va pas vous donner une réponse directe. Du coup, donc, l'histoire de Generative AI et LLM, on a essayé un peu de démystifier, de l'introduire, de la définir pour que vous ayez une petite idée par rapport à ça, donc un peu de high level. Où on peut vraiment introduire la GenAI au niveau de l'entreprise. Donc, quels sont vraiment les domaines ou soi-disant les fields où on peut injecter un peu de la GenAI pour, disons, rendre l'entreprise un peu plus efficace au niveau de rendement, améliorer un petit peu le processus industriel au niveau de l'entreprise. Aussi, comment on peut saving time, donc un peu faire gagner du temps pour les techniciens, les experts, donc sur pas mal de technologies, donc au niveau de l'entreprise. Et le principal toujours objectif, c'est de réduire les coûts au niveau de l'entreprise. Donc réduire les coûts, voilà, donc ça passe par l'amélioration, l'optimisation au niveau de l'entreprise. Ça passe voilà donc par l'intégration de différentes technologies autour de l'IA au niveau de la compagnie. Donc je vais commencer peut-être par la partie Human Resource parce qu'en général c'est une partie actuellement où on injecte beaucoup de la GenAI avec des chatbots au niveau des services de ressources humaines. Là, actuellement, GPT, ou les LLM en général, donc le potentiel qu'on peut toujours... En fait, le potentiel qu'on peut toujours distinguer au niveau des LLM, c'est la partie de translation ou c'est la partie de summarisation. Donc, si vous avez toujours des textes... si vous avez du texte en fait, que vous voulez faire un petit summary ou faire un petit détail, ou vous pouvez en fait un peu expliquer ce texte-là dans quelques mots, GPT il est bien fait pour faire ça. La partie par exemple translation, là en fait moi parfois je fais des tests sur GPT ou sur d'autres, ou sur Google Bard par exemple. Quand vous mettez des textes en anglais, par exemple, pour le traduire en français, vous allez trouver un peu la même translation que Google Translation, par exemple. Donc, on peut comprendre que GPT il a été traîné sur la base de connaissances de Google Translation, par exemple. Donc, au niveau du service RH, comme j'ai dit, ça, c'est vraiment du potentiel au niveau du LLM qui est utilisé. Donc, voilà, pour faire tout ce qui est aussi, en fait, resume screening. Je ne sais pas si vous connaissez maintenant que vos CV, au niveau des entreprises, par exemple en Europe, la majorité des entreprises, ce n'est pas les RH qui traitent directement votre CV. Donc, le premier pas, c'est que votre CV, il va passer par un robot. Il va filtrer, et après, donc, si votre CV, il passe, OK, donc il y aura un humain qui va évaluer ça. Sinon, donc, vous allez être directement écarté du processus de recrutement. Donc, la majorité des entreprises actuellement en Europe fonctionnent comme ça. Donc, c'est un système basé sur de GenAI
principalement. Donc il va filtrer votre CV. Donc c'est pour ça, maintenant, je pense qu'il y a quelques, soi-disant pas modèles, mais soi-disant des petites remarques qu'il faut prendre en considération quand vous faites votre CV. Okay, donc il faut que vous soyez le maximum possible high level, pas trop vraiment mis en termes de détails, parce que la connaissance au final de GPT n'aille pas vraiment au niveau du détail technique. Par exemple, essayez d'être un peu générique au niveau de vos CV. Et après, même le fait que quand vous créez vos CV, essayez de s'éloigner le maximum possible des designs et tout ça, les trucs colorés, ou je sais pas, des images, etc. Donc essayez de mettre du texte qui est bien compris, qui est bien clair. Donc quand par exemple un LLM vous lui introduit ce texte-là, il va le comprendre. Donc vraiment ce genre de choses, peut-être parfois on les ignore, mais maintenant en Europe principalement, bon, tout ça il est pris en considération. Il y a pas mal de CV qui sont de très bons CV, hein. Parfois on l'écarte parce que directement ils n'ont pas été filtrés par le robot. Okay, ça, c'est un domaine en fait où vraiment il y a un grand potentiel au niveau des LLM. Au niveau de la détection des fraudes, on l'utilise actuellement. Donc il y a quelques use cases qui ont commencé avec la détection des fraudes, surtout dans le domaine bancaire, avec l'utilisation des LLM. Au niveau du business forecasting, donc au niveau de la prédiction des sales, donc les profits, etc. Donc même les KPI pour l'estimation et tout ça. Donc on commence petit à petit à intégrer les LLM sur ça. Data augmentation, donc là vraiment j'aimerais bien me focaliser sur ça parce que en général dans l'IA, on est toujours dans des cas où on n'a pas vraiment un dataset complet, où on a un dataset qui est soi-disant limité en termes de data. Et toujours c'est un problème pour nous dans les modèles supervisés, voire même les modèles insupervisés, mais plus les modèles supervisés parce que là vraiment on a besoin le maximum possible de données. Donc là avec la Generative AI, on peut générer vraiment du contenu pour soi-disant augmenter notre dataset qu'on utilise pour les modèles supervisés au niveau du machine learning. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la Generative AI, elle va générer du nouveau contenu. Donc quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous avez dans votre dataset d'origine. Donc ce qui est bien, parce que même après, quand vous allez faire l'équilibrage au niveau de votre dataset, pour éviter l'overfitting, l'underfitting et tout ça, c'est bien d'avoir un contenu qui est neutre, donc qui n'a pas vraiment été déjà mis au niveau de votre dataset initial. Donc c'est bien utilisé dans tout ce qui est domaine de recherche scientifique principalement. Après, le Customer Service Enhancement, donc là je pense même en Tunisie c'est bien utilisé. Donc quand vous êtes sur un site internet, que ce soit par exemple une compagnie de télécommunications, une compagnie d'achat en fait en ligne, donc vous trouvez parfois des chatbots où vous pouvez directement mettre ce que vous voulez, où vous allez poser une question à ce chatbot là et directement il va vous rediriger vers la bonne rubrique, ou bien il va directement vous mettre avec le service clientèle. Donc ça existe déjà en Tunisie, donc c'est pas quelque chose qui est nouvelle, mais on commence petit à petit à améliorer cette partie de chatbot pour que ce soit le maximum précis possible. Parce que parfois, les chatbots basiques, dans la plupart des cas, si vous avez une réclamation, bah, directement vous allez passer par un humain pour expliquer un peu votre problème et tout. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller droit au but et d'essayer avec ce chatbot-là de vraiment résoudre votre problème le maximum possible. C'est vraiment le cas vraiment un peu très rare où vous allez être dirigé vers quelqu'un de commercial pour résoudre votre problème. Et au niveau de, je finis avec l'automated content creation. Donc là, on a bien parlé. Donc tout ce qui est article, tout ce qui est rapport. Donc surtout au niveau de la presse, au niveau les influenceurs maintenant, hein, surtout les réseaux sociaux, etc. Donc il y a pas mal de contenu qui est généré par GPT. Donc ou par les LLM principalement. Donc ça permet vraiment de gagner pas mal du temps. Et parfois, donc, vous voulez un peu votre temps pour faire quelque chose et qui est vraiment plus importante que vraiment de rédiger un article ou un rapport. Donc, vraiment, ça peut être utilisé pour faire ça. Il y a un domaine que je n'ai pas mentionné ici, mais qu'on va le regarder en fait dans le use case réel au niveau de l'entreprise. C'est plus la partie code assistant ou la partie copilot. Donc, comment on peut générer du code avec les LLM, donc des codes Python, du code C++, C#, etc. Ce que je trouve vraiment le plus intéressant use case qu'on peut avoir avec les LLM, mais je l'ai laissé à la fin, donc on aura plus des détails par rapport à ça. Et on regardera aussi quelques images d'une démo. Donc sur un code générateur au niveau du Schneider Electric. Donc, on a parlé des GenAI, des LLM, où on peut les intégrer. Il faut qu'on comprenne déjà un use case avec un LLM, du GenAI, comment ça fonctionne, dès le début jusqu'à la fin.
Ça ressemble un petit peu à un projet classique d'IA, hein. Donc ça commence avec un business need. Donc vous allez avoir une petite idée, vous allez commencer petit à petit à la développer. Après vous allez passer par une phase opératoire. Après directement vous allez intégrer votre produit au sein de la plateforme de la compagnie, ou si c'est vraiment du cloud, du edge, etc. Le LLM, quand il est en opérationnel, c'est un peu différent à l'IA classique. Je vais vous expliquer comment et où vraiment on voit la différence. Donc, comme tout autre projet classique, on commence toujours par un business need. S'il n'y a pas un business need, il n'y a pas un projet. Okay, donc là, il y a un cahier de charge qui vient côté client. Donc moi, j'ai tel et tel problème, ou je veux par exemple optimiser tel et tel truc, ou j'ai par exemple un problème qui me prend plein de ressources humaines pour faire ça. Donc j'aurais besoin d'automatiser tout ça. Est-ce que vous pouvez vraiment me proposer quelque chose avec l'IA ou l'IA générative, peu importe. Après, c'est l'équipe Data Science ou l'équipe IA qui va dire quel modèle ou quelle technologie elle va être utilisée. Mais toujours à prendre en tête, donc on ne commence pas à zéro, il faut toujours avoir un business need, des objectifs bien précis avec le client pour qu'on comprenne bien après quels sont nos objectifs et comment on va évaluer nos objectifs par rapport aux attentes des clients. Il y a toujours des objectifs côté client, mais aussi, nous, en fait, côté technique, il y a les objectifs, soi-disant, en termes de performance de vos modèles, en termes d'intégration, en termes de coût, combien ça va prendre, et en fait aussi en termes d'efficacité. Est-ce que vraiment c'est efficace? Est-ce que vraiment ça va changer plus ou moins la vie des clients donc quand il va intégrer ce produit ou pas? Donc, toujours tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle la phase d'adiating ou la phase d'exploring. Adiating, exploring, donc on va essayer d'explorer toutes les idées possibles autour du use case, donc ce que le client final il veut exactement. Et après, il y a une décision. Donc en général, on fait cette phase-là entre 6 et 8 semaines. Donc on essaye avec les données possibles donc, que en fait, le client il nous a mis à disposition, de regarder si c'est possible vraiment d'aller plus loin et de proposer un modèle qui permet par exemple de faire de la création du code ou la création du contenu, ou peu importe la classification, la prédiction, si on parle de l'IA principalement. Donc c'est là où il y a vraiment toutes les hypothèses, il y a vraiment la recherche sur le modèle. Et sur la Generative AI spécifiquement, c'est vraiment la recherche du bon LLM qu'on va utiliser et le modèle de prompt qu'on va utiliser. J'ai expliqué les deux. Donc les LLM, ça dépend vraiment de votre compagnie. Si vous travaillez avec une entreprise qui utilise un LLM payant, par exemple GPT ou Bard, donc là, vous êtes vraiment contraint d'utiliser ce LLM-là, parce qu'au final, votre compagnie, elle paye pour ça. Donc, votre travail, ce n'est pas de rechercher quel est le bon LLM. Donc, vous essayez d'optimiser l'utilisation de LLM pour avoir la réponse la plus précise possible. Si vous êtes dans une entreprise qui est un peu open source, donc il n'y a pas vraiment du commercial autour des LLM, ben, vous allez essayer les LLM qui sont proposés en open source, et après, vous essayez d'évaluer les réponses, etc., sur la base des métriques pour avoir le meilleur LLM possible. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le concept du prompt. Au niveau des LLM Generative AI, il n'y a pas une requête. On ne parle pas de requête d'utilisateur. On parle d'un prompt. C'est-à-dire ce que vous envoyez à votre LLM, là, ça s'appelle prompt. Donc, par exemple, je veux créer un contenu qui, par exemple, porte sur la génération du code, ou qui porte, par exemple, sur par exemple, le summarisation ou la translation, par exemple, la traduction d'un langage bien déterminé, par exemple, du français vers l'anglais, etc. Donc, ce que vous mettiez, en fait, comme requête, ça s'appelle prompt au niveau des LLM. Donc, même au niveau du prompt, il y a différents, en fait, modèles qu'on peut utiliser pour directement utiliser le potentiel maximum au final du GPT. Donc là, déjà, il y a des drafts, il y a pas mal de propositions qui ont été faites par rapport à ça pour essayer vraiment le meilleur prompt que GPT peut utiliser pour chercher le maximum possible dans sa base de connaissances et pour améliorer même la partie prédiction en fait, du mot prochain. Donc c'est très important d'avoir un modèle de prompt qui est bien efficace. Par exemple, si vous avez utilisé ChatGPT, si vous utilisez le même prompt 2 fois de suite, il ne va pas avoir la même réponse, GPT. Donc GPT ou autre. Mais en général, si vous mettez le même prompt plusieurs fois, vous n'allez pas avoir la même réponse. C'est pour ça qu'on dit que GPT, il n'est pas très intelligent. Donc c'est plus qu'un modèle qui utilise en fait, ce qu'on appelle les transformers, donc la prédiction du mot prochain. Donc il utilise sa base de connaissances, mais il n'est pas très intelligent. Il n'est pas plus intelligent que l'humain. Donc il n'y a pas un jour qui va venir qu'on va dire ça va remplacer l'être humain. Jamais.
Donc, la Generative AI, elle aide l'humain, mais jamais elle remplacera l'être humain dans pas mal de tâches. Donc, elle est là pour automatiser, pour un petit peu gagner le temps hein, de l'expert ou technicien qui travaille sur un truc, mais jamais elle prendra sa place. La partie la plus importante dans les LLM et life cycle de l'LLM, c'est la partie building augmenting. Pourquoi? Comme j'ai dit, un LLM, il est traîné sur des données bien particulières donc, et c'est limité en termes de données. Parfois, vous allez travailler sur un use case dont vous nécessitez des documentations, des librairies, des articles que GPT ne connaît pas. Donc la réponse, sûrement, sans avoir ces documents-là, elle ne va jamais être précise et jamais vous n'allez avoir la réponse que vous désirez. Donc l'idée, c'est quoi? C'était d'augmenter en fait, la connaissance de LLM par l'ajout de ces documentations-là. Donc tout ce qui est article, tout ce qui est librairie, vous allez ajouter ça à la connaissance de votre LLM pour que votre LLM il puisse vous donner cette réponse qui est plus précise. Mais comment ça se fait? Nous, par exemple, on utilise une version commerciale de GPT. Est-ce que nous, on a accès directement à la connaissance basique de GPT? Non, on ne peut pas le faire. Donc c'est là où on peut introduire le concept de Retrieval Augmented Generation ou ce qu'on appelle les RAG. Okay, les RAG, c'est quoi? Les RAG, c'est la même hiérarchie de la connaissance du GPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a du chunking, donc tout ce qui est dans votre documentation, il va essayer de les couper. Après, vous allez avoir une partie de embedding, donc il va essayer d'encoder votre donnée. Après, il y a la partie retrieval, donc on va stocker déjà ces données-là, et bah, après on va chercher l'information dans ces bases de données qui ont été créées. Donc c'est ce que GPT ou les LLM ils font directement lors de la phase de connaissance. Mais ce qu'on va faire, c'est que le résultat de ça, ce qu'on met au niveau de RAG, toute notre documentation, tous nos articles, ils vont être utilisés comme un contexte dans le prompt d'origine. Donc, moi je commence par quoi? Je commence par un prompt, je l'envoie à mon LLM, directement il va me donner une réponse. C'est toujours le chemin classique d'un LLM, ok? Rien ne va changer. Maintenant, j'ai des documentations que je vais utiliser, j'ai des librairies, etc. Je veux que GPT ait cette connaissance-là pour améliorer la réponse. Donc, je vais faire appel au RAG, donc je vais faire toute mon hiérarchie en fait, par rapport au chunking et l'embedding dans mes documents-là. Et après, je vais directement avoir une réponse de cette partie RAG. Par exemple, je veux que mon code, il connaît par exemple une certaine librairie. Par exemple, Python, moi je veux que mon code, il connaît la librairie du maths, la librairie la plus basique par exemple. Ce que je fais, c'est que je mets tout le contenu de cette bibliothèque au niveau du mon RAG, donc au niveau de ma connaissance. Et après, il y a une query qui va être directement envoyée à ce RAG-là pour avoir un résultat qui le plus proche possible de votre requête. C'est-à-dire, vous, par exemple, dans votre query, vous voulez de GPT de créer une fonction mathématique qui fait, par exemple, une somme. Très simple, ok? On a l'hypothèse que GPT ne connaît pas ça. Donc directement, vous allez donner en fait la bibliothèque maths qui permet de faire des sommes, etc. À votre RAG et directement le résultat de ce que le RAG il va générer, vous allez l'injecter dans votre prompt d'origine qui va être réenvoyé une autre fois au LLM pour avoir un résultat bien précis. Une autre alternative au RAG, mais une autre aussi proposition, c'est de faire du fine-tuning. Mais le fine-tuning, c'est toujours très coûteux et ça demande beaucoup de données. Donc imaginons par exemple que vous voulez faire du codage Python avec de GPT. Donc vous voulez vraiment créer des classes qui font tel et tel truc. Donc là, votre GPT, par exemple, principal, il n'est pas traîné sur ces librairies de Python. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que tout ce que vous avez en termes de librairie, tout ce que vous avez en termes de code, des scripts, etc., vous pouvez les ajouter à la connaissance basique de votre LLM et là, vous aurez un modèle qui est fine-tuné. Par contre, les limites des fine-tuning par rapport au RAG, c'est que votre modèle il sera moins précis si jamais vous voulez poser des questions autres que le codage Python. Okay? Donc la partie RAG, vous n'allez jamais jouer sur la connaissance basique de votre RAG, votre LLM. Okay? Donc c'est juste du contexte que vous allez ajouter dans votre prompt pour que votre LLM il ait cette connaissance-là, il va répondre plus que la connaissance qu'il connaît. Donc il utilise ce concept pour avoir une réponse qui est un peu meilleure, qui est plus précise. Alors que le fine-tuning, c'est on a joué sur le modèle lui-même, donc c'est pas sur le prompt. Et du coup, donc après, le modèle il est un peu changé. Et du coup, donc les résultats, si vous voulez
comme j'ai dit, donc poser une autre question, ça va être moins précis. Alors que si vraiment vous posez la question concernant les données qui ont été utilisées pour faire le fine-tuning, là vous aurez aussi une bonne réponse. Mais les deux vraiment, ils sont très intéressants en fait en termes de building, augmenting au niveau des LLM. Mais en général, actuellement, on utilise plus les RAG que les fine-tuning. Le fine-tuning, c'est un peu coûteux et ça demande vraiment de big data. Et en général, c'est pas possible pour, à la limite, soi-disant, les premières phases de l'utilisation des LLM. Un concept qui est très important, c'est l'évaluation. Comme j'ai dit au début, GPT, il ne connaît rien sur la réponse qu'il vous génère. Okay, donc, il n'est pas intelligent. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est que toujours, quand il y a une réponse qui est générée par votre LLM, vous allez toujours être muni à évaluer ce résultat-là. Vous allez me poser la question comment on va évaluer ça, on va regarder ça après. Mais, à la limite, si ce n'est pas fait par GPT, donc l'humain, il doit faire ça. On va regarder ça après. La troisième phase, c'est bon, vous avez votre prompt finalisé. Donc, vous avez votre réponse de GPT qui correspond bien au problème que vous avez posé. Vous avez évalué, vous avez un score qui est bien précis, qui vous dit, OK, la réponse, elle est une réponse, soi-disant, disons une bonne réponse, pour ne pas dire vraiment la réponse optimale, donc pour votre requête. On passe vers la partie industrialisation, ce qu'on appelle incubation, industrialisation. Donc la préparation du MVP, après directement l'intégration de votre LLM, de toute l'hierarchie que vous avez proposée dans les deux premières phases. Donc au niveau de votre plateforme, au niveau de l'entreprise, ou directement chez le client, si vraiment on parle d'un produit développé directement chez les clients. Là, juste, j'ouvre une petite parenthèse. En général, au niveau d'industrialisation, que ce soit GenAI, que ce soit l'IA générique, toujours, l'industrialisation, elle passe par deux chemins. Ou bien une industrialisation en cloud, ou bien une industrialisation en edge. C'est quoi en cloud? Je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est les services Azure de Microsoft, les services AWS de Amazon, etc. Donc, il y a des plateformes maintenant qui sont centralisées. Au niveau du cloud, on utilise tous ces services-là pour directement développer en fait, ou mettre nos API dedans. Okay, il y a par exemple MLflow, il y a toutes les pipelines qui sont dedans. Donc il y a toute la chaîne de maintenance de votre produit, dès déjà la mise de votre modèle, donc jusqu'à la partie soi-disant retraining, la partie en fait amélioration, optimisation de performance. Donc tout ça se passe au niveau du cloud. Donc du cloud, on utilise tous les ressources proposées par le cloud provider, que ce soit Azure ou Amazon principalement, parce que ce sont les plus connus en termes du marché. Si on parle d'une industrialisation en edge, c'est-à-dire on ne parle pas du cloud, donc nous on a développé notre modèle, on va passer par un API, on va directement mettre cet API-là au niveau du client. Donc ça dépend, le client c'est quoi? Donc si vraiment le client c'est une machine et on veut intégrer notre LLM au niveau du machine, donc là il faut comprendre ce que le client utilise comme software, exactement, et après on va essayer de faire le lien entre le software client et entre le software qui est proposé de notre côté. On peut passer par des dockers, de dockerisation, etc. Mais toujours, c'est dépendant du client. En général, ce qu'on fait maintenant dans les entreprises plutôt européennes, c'est qu'on insiste sur le fait d'avoir des plateformes centralisées au niveau du cloud. Parce que là, vraiment, tu imposes plus ou moins que ton client, il passe par toute la chaîne de maintenance du ton modèle et du coup, tu auras toujours la main sur ton modèle. Donc, jamais il va être soi-disant modifié ou n'importe quoi par le client. Donc, vous gardez toujours la main sur ça. Et vous garantissez pour votre client que les données, ils ne sont jamais soi-disant utilisées pour d'autres fins que des fins d'amélioration du modèle au niveau de la chaîne de maintenance. Donc, toujours le client, ils ont un peu, soi-disant, du peur par rapport à l'utilisation de données parce qu'on parle un peu de sécurité. Est-ce que mes données ils vont être utilisées pour d'autres, par exemple, use case, etc. Donc, il y avait cette peur-là au niveau du client. Donc, nous, toujours, on essaye de rassurer les clients pour qu'une fois qu'on est dans le cloud, ces données-là, elles sont sécurisées. Donc, elles ne vont pas être utilisées pour d'autres fins commerciales ou autres. Donc, ça va être limité à ces use cases-là. Et donc, il y a pas mal aussi de technologies qu'on utilise pour assurer la sécurité des données. Donc juste, j'ai ouvert une petite parenthèse par rapport à l'industrialisation, c'est ce qu'on utilise toujours. On préfère toujours le cloud, mais l'edge, vraiment, si on a un client qui a une obligation d'avoir une intégration au niveau du edge. Juste un petit point par rapport au monitoring.
monitoring toujours, au niveau des LLM, on a un nombre de tokens qu'on utilise. Okay, donc token, c'est quand, par exemple, vous avez une phrase, donc vous faites la fragmentation de cette phrase-là, ben, vous avez des mini, soi-disant, des mini-phrases, donc ça, ce qu'on appelle des tokens. Donc en général, quand vous envoyez un prompt à un LLM, si cet LLM-là, il est payant, donc là, ça va être, soi-disant, comment dirais-je, le coût de ces tokens-là, il va être pris en considération. C'est-à-dire, plus vous avez du texte dans votre prompt, plus ça va être coûteux. Okay, donc, c'est pour ça, si jamais vous travaillez avec un LLM comme GPT, ce n'est pas la version gratuite, je parle de la version commerciale qui est payante, donc plus vous mettez du texte, plus ça sera coûteux. Okay, donc, il faut prendre ça en considération. C'est pour ça qu'on a un monitoring toujours, surtout quand on utilise du contexte au niveau du RAG. Là, il y a pas mal d'informations qui vont être ajoutées au niveau de votre prompt. Là, ça peut être coûteux. Donc, il faut bien réfléchir par rapport à ça. Et c'est pour ça le monitoring, il doit être toujours en continu. Et toujours, il faut avoir juste un seuil pour si jamais on dépasse ce seuil-là, il faut directement revenir à la version principale. Donc, comme j'ai dit, la partie évaluation, GPT ou n'importe quel LLM, il ne sait pas vraiment si la réponse qu'il a générée, elle est la bonne ou pas. Donc là, on a toujours besoin d'évaluer cette réponse-là et d'avoir à la fin, genre un score, ok, je vais aller vite, un score genre de 0 à 10 pour vraiment dire est-ce que c'est, ce résultat, il correspond bien à mon query ou pas. Donc en général, on met 3 KPI, donc des métriques, en considération. Donc le groundedness, la relevance et la cohérence. Le groundedness, c'est plus en fait la réponse qui a été générée par le LLM. Est-ce qu'elle a bien utilisé les informations qui sont dans la base de données du LLM ou pas? Donc ça, c'est la première métrique. La deuxième métrique, la plus importante, c'est que est-ce que le LLM, il a bien répondu à mon query ou pas? Okay, et la troisième, c'est la cohérence. Est-ce que ce qu'il a rédigé en termes de réponse, il correspond bien à un bon texte ou pas? C'est-à-dire, si un humain, il va l'écrire, donc ça ressemble bien à un texte qui est écrit par l'humain. Okay, donc ces 3 métriques, toujours, on les utilise. Donc on peut aussi les mettre sous forme du code, mais principalement, c'est du LLM. Donc c'est LLM toujours aussi qui va évaluer sa propre réponse. Donc une fois la réponse elle est générée par le LLM, donc on va lui dire dans un prompt, est-ce que tu peux évaluer par exemple la réponse que tu as générée? Voici la query que je t'ai donnée, donc voici le prompt, voici ta réponse. Donne-moi par exemple un score entre 0 et 10 sur la qualité de la réponse que tu as générée. Okay, donc ça peut passer par ça. Sinon, il y a d'autres métriques qui sont proposées en termes de NLP, donc Natural Language Processing, qui permettent aussi de faire cette évaluation et vous donner des scores, etc. Mais actuellement, les LLM, ce qu'on appelle les LLM Judge, c'est plus précis en termes d'évaluation que les NLP. Pourquoi? Parce que aussi les LLM, ils ont accès à toutes les métriques qui existent déjà en littérature ou en mode scientifique. Donc tout ce qu'on connaît sur les métriques de comparaison du texte, par exemple, dans le monde NLP, LLM, il les connaît bien, il va les utiliser, il va faire une combinaison. Au final, la réponse que vous allez avoir, ça sera la réponse la mieux. Je vais faire vite, apparemment on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc là en fait je vais vous parler un petit peu d'un real life case study. Là, donc c'est un case study qui est chez Schneider Electric en France, qui utilise bien la GenAI, donc le LLM GPT, pour faire quoi? Pour proposer un copilot de développement pour le langage PLC, le Programmable Language Control. Je vais aller directement à l'hierarchie. Du coup, qu'est-ce que ça fait exactement? Chez Schneider Electric, nous, on a des machines, par exemple des machines qui font des découpages du matériel, par exemple des machines qui font du transport ou du transfert, en fait, soi-disant des équipements électriques ou électroniques. Et du coup, donc, toujours ces automates, ces machines-là, donc il y a un langage avec lequel on développe tout le software de ces machines-là. Ce software-là, donc on a toujours besoin des experts vraiment qui connaissent bien le développement pour le langage qu'on appelle PLC ou un standard qui est IUC. Okay, donc l'expertise humaine, là, elle est très très bien sollicitée et on n'a pas vraiment assez d'experts pour faire le développement. Donc en général, la proposition de nouvelles machines sur le marché, elle peut prendre des années et des années. L'idée, c'était quoi? C'était d'avoir un copilot de développement, c'est-à-dire un code assistant. Donc directement, une fois que vous êtes sur votre IDE, donc si vous voulez développer avec un code PLC,
Là, directement, vous allez mettre un prompt. Directement, vous allez dire, par exemple, moi, je veux créer un code qui fait tel et tel truc. Ok. Donc, directement, GPT, il va comprendre ce que vous voulez. Et après, avec une partie du RAG, donc avec des ajouts, des connaissances basiques sur ce langage de type EEC ou PLC, donc il va essayer de répondre à la requête ou bien faire une auto-completion. Donc, pas besoin de faire un code from scratch, donc à 0 jusqu'à la fin, mais on peut parfois, juste on est au milieu de notre code et on veut directement que GPT complète ce code-là, on peut directement passer par ça. L'hierarchie très rapidement en fait d'un LLM en production, vous allez toujours commencer par un user input, donc là ce qu'on a au niveau de notre prompt. Donc on peut ajouter aussi un checker pour voir si vraiment les requirements qui ont été mis par le user, elles sont bonnes ou pas. Donc si vraiment elles ne sont pas bonnes, donc on n'est pas dans le bon chemin ici. Sinon on va passer par tout ce qui est RAG, donc tout ce qui est ajout de librairies, tout ce qui est ajout de documentation, tout ce qui est ajout de pages web qui peuvent aider en fait le LLM à avoir une réponse plus efficace. Et du coup, donc on finalise le prompt comme j'ai dit. Donc directement, on va voir le résultat, le contexte au niveau de notre prompt, et on va passer à la génération du code. Une évaluation qui peuvent être faites sur le résultat, donc, comme j'ai dit, là, qui est très important en se basant sur les 3 métriques qu'on a présentées tout à l'heure. Donc, on aura un certain score. Donc, si vraiment notre score il est bon, donc on peut directement afficher le résultat au technicien qui développe ou à l'expert du codage. Si le résultat il n'est pas bon, donc on peut même refaire la boucle de la partie RAG. Parce que, comme j'ai dit à chaque fois, si vous allez essayer le même prompt à GPT, ça ne sera pas la même réponse. Donc, chaque fois, donc, il va faire une autre tentative jusqu'à où on assure en fait un score qui est acceptable. Si jamais on n'assure pas un acceptable, à un certain moment, en fait, on va essayer de dire, bon, les requirements déjà qui sont donnés par l'utilisateur dès le début, elles ne sont pas les bonnes recommandes, donc il faut repartir dès le début. Juste pour vous donner voilà, donc, quelques captures d'écran de ce Copilot qui est déjà en production, donc, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est ce que vous avez à gauche, c'est vraiment l'interface graphique avec votre LLM. Donc voilà, help me par exemple, create code for a flying shield application. Donc là, GPT, il va vous répondre de ce qu'il connaît par rapport à votre requête. Et après, donc, vous donnez par exemple quelques informations supplémentaires par rapport à ça. C'est des informations qui peuvent provenir de la partie RAG. Et après, voilà, donc là, GPT, il arrive à un certain moment que, OK, donc il comprend bien. Et là, juste, c'est un exemple très basique en fait de ce qu'il peut proposer à droite. Donc là, vous avez le code output qui est à droite. Donc là, vous avez un expert. Donc il y a toute une loupe. Donc l'expert, il peut directement prendre ce code-là. Il l'injecte donc dans son IDE. Pour directement l'utiliser. Il peut cliquer sur Regenerate en fait pour régénérer le code une autre fois si jamais il trouve que la réponse elle n'est pas la bonne. Et on peut avoir même une explainability, donc bon, c'est un autre sujet, j'aurais aimé avoir un peu de temps pour donner ça, mais bon. L'explainability, c'est très important, c'est l'explication du code, et vraiment c'est bien traité actuellement au niveau des LLM. Bon, voilà. Oui, je finis. J'ai commencé déjà en retard, moi. Hein, mais... Donc voilà, je finis. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si vous avez des remarques. J'espère que la présentation elle était claire. J'espère que je vous ai quand même donné quelques informations qui peuvent vous servir dans votre carrière. Donc n'hésitez pas à me contacter ou si jamais vous voulez plus de détails sur tout ce qui est voilà, LLM, Generative AI. Voilà. Merci.